petit peu. Je suis, bon, Pierre Morin, je suis membre, comme Joanne l'a dit, de la région de Québec. Je suis aussi sur le conseil d'administration provincial. Puis peut-être une autre chose, je suis éditeur avec Joanne Denis qui collabore et Jean-Marc Darvaux. Je ne sais pas si Jean-Marc est là ce soir. Je suis éditeur du Pas à Pas, ce que vous recevez de façon plus régulière là, depuis la dernière année. On a décidé de le publier plus régulièrement, justement pour garder le contact avec nos membres dans cette période sombre de pandémie. Puis vous êtes justement, ce que vous voyez, c'est la place où la rédaction se fait souvent ici. Alors, c'est ça, dans le sol chez nous. C'est aussi simple que ça. Par rapport au chemin de Compostelle, moi, je suis allé à 4 reprises. J'ai fait le Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port en 2007. Ensuite, j'ai complété mon chemin de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'au Finistère en 2009 et je l'ai tout marché. Je m'étais dit, je ne prendrai pas l'autobus, pas de métro, rien, je le marche au complet. J'ai fait quelques extraits aussi avec ma conjointe et des amis en 2013. Ils entendaient parler souvent du chemin de Compostelle. Ils étaient peut-être un petit peu tannés puis ils voulaient savoir ce que c'était. Fait qu'on a fait des petits extraits en partant du Puy-en-Velay. Puis sur ce chemin-là, par hasard, on a rencontré 2 autres Québécois, des amis, Judith et Denis, je crois qu'ils sont là ce soir, fait que j'en profite pour les saluer. Et finalement, après avoir pris ma retraite en 2015, une année plus tard, ben, j'ai fait le chemin du Nord. C'était un petit peu ma récompense et ma transition. Je vous présente maintenant les étapes de présentation. La stratégie, ce n'est pas compliqué. Je commence par la tête puis je finis par le cœur. La tête, c'est de donner des informations le plus possible sur le chemin du Nord, surtout que je vois que dans le sondage, il y avait, je pense, 83% des gens qui ne l'avaient jamais fait. Alors, oui, je vais essayer d'aller le plus dans le détail possible, d'avoir des détails les plus pratiques possibles. Puis même à la période de questions, il y en a 14 qui l'ont déjà fait. Si je n'ai pas la réponse, peut-être qu'ils pourront m'aider. Alors, présentation générale du chemin, mon parcours, les caractéristiques du chemin, en gros, quelques conseils pratiques liés à l'expérience, mes coups de cœur, puis la beauté du chemin d'image, ce sera la fin. Alors, on y va. Alors, présentation générale du chemin. Premièrement, il est où le chemin? Il est ici. Moi, j'ai fait les étapes de Bayonne jusqu'à Hendaye, donc 2 étapes du côté français avant. Puis on reviendra plus loin, mais je vous conseille fortement de les faire, puis je vous dirai pourquoi. Alors, à partir d'Irun, San Sebastian, voyez-vous, vous voyez la petite main qui se promène? Ici, Gihon. On est tout le temps sur le bord de la mer. Hein? Vous voyez qu'on est tout le temps sur le bord de la mer. Ici, on rentre un peu dans les terres, mais on voit quand même la mer de loin. Puis ici, c'est là que les chemins se séparent. Si vous allez à gauche, c'est le Primitivo. Et ça, c'est la présentation de la semaine prochaine. Mon ami André Jourdain qui va présenter. Moi, j'ai continué le Camino del Norte ici, jusqu'à Arzua. Puis Arzua, ben là, on rencontre le Camino Frances pour à peu près 2 étapes. Il y a plus de monde, pas mal. Le Camino Frances, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, qui ne l'ont jamais vu, c'est ça ici. Voyez-vous, Grenoble, Pampelonne, à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, c'est ça. Si on veut le revoir d'une façon plus précise, voyez-vous, Bayonne, Irun. Bayonne jusqu'à la frontière française, Irun, voilà, comme ça. Arzua, puis Primitivo. Moi, je vous parle de celui-là ici ce soir. Le dénivelé. Souvent, les gens le craignent. Souvent, les gens aussi, ce qu'on rencontre sur le chemin, c'est beaucoup plus des jeunes parce que les gens en ont peur un peu du chemin du Nord. Quand je l'ai présenté précédemment dans la région de Québec, les gens m'ont dit tu l'as un petit peu démystifié parce qu'il y a comme une réputation d'être très difficile et finalement, il n'est pas si difficile que ça. Pas besoin d'être un athlète olympique pour le faire. Oui, il y a plus de montées puis descentes. Oui, surtout vers la fin. Mais regardez, il y a tout un passage ici, vous êtes sur le bord de la mer, c'est pas si terrible que ça. Le début ici, là, je vais dans le mauvais sens, je pars de droite, je m'en vais à gauche. On est comme ça, on a des up and down, petite période calme, on remonte, puis ici, dans ce coin-là, dans le fond, c'est quand vous faites le Camino Frances, quand on s'en va à Ocebrero, c'est la même chose. Hein? Quand on arrive proche de la Galice, on monte, mais c'est la même chose. Puis,
J'ai tendance, d'après ce que je sais, il est plus facile un petit peu que le Primitivo, parce que c'est comme si on contournait un petit peu les montagnes, puis on va à flanc de montagne de l'autre côté. Faites-vous-en pas, il n'est pas si difficile que ça. Un minimum d'entraînement, puis vous êtes capable de le faire. Les données historiques, c'est un chemin qui est plus ancien que le Camino Frances. Il était utilisé du 9e au 11e siècle parce que les Maures, dans le fond, les guerres de religion, là, les Maures avaient envahi l'Espagne, puis le nord était plus protégé. Puis je pense que les gens ils aimaient mieux, plutôt que d'aller dans le française, risquer de se faire attaquer parce que ce n'était pas sécuritaire, les chemins à l'époque. Ils aimaient mieux passer par le nord parce que dans le fond, s'ils se faisaient attaquer, il y avait au moins la possibilité de, de se sauver par la mer. Puis suite à la victoire des chrétiens contre les Maures, on a ouvert, favorisé le Camino Frances. Il est tombé un petit peu dans l'oubli. Puis il est redevenu un petit peu à la mode au niveau du, on dit à partir du 20e siècle, le 1900 la fin du 20e siècle. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme plusieurs chemins en général, donc il est très beau. Voilà. C'est tout le cours d'histoire que je peux vous donner, je ne suis pas un spécialiste. La distance et le niveau de difficulté, il est un petit peu plus long que Camino Frances, autour de 875, 850 km. Moi, je peux dire 875. Les statistiques disent que c'est moins que ça. Mais comme j'étais un grand distrait, je me perds régulièrement. Je fais des kilomètres de trop, de plus, je reviens sur mes pas. Je suis dans mon monde, puis ça m'arrive très souvent de me perdre. Je n'ai pas de misère à dire 875. On peut compter 38 à 40 jours de marche environ. Je l'ai dit, un petit peu plus difficile que le Camino Frances. Il y a certaines étapes qui sont un petit peu plus longues, puis il y a plus de dénivelé. Les étapes plus longues, il faut mettre un bémol là-dessus parce qu'il y a une certaine époque où il n'y avait pas beaucoup de gîtes. Par contre, il est en développement. Il est de mieux en... Moi, je l'ai fait en 2016. Je ne sais pas, là, depuis les dernières... Je sais que la dernière année, c'était très tranquille, mais avant ça, je ne sais pas trop. Mais il y a de plus en plus de développement de gîtes, puis des beaux gîtes de qualité. La principale force de ce chemin-là, c'est la fréquentation. Malheureusement, le Camino Frances, il est très, très, très fréquenté. Quand je l'ai fait, moi, en 2009, c'est ça. 2009, c'était plus tranquille. Il y avait du monde, mais pas comme aujourd'hui. Alors, c'est souvent, même j'ai rencontré des gens qui avaient l'idée de faire le Frances, puis quand ils arrivent à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis il n'y a pas une chambre de libre, et on se dit, je pense qu'on va plutôt aller sur le chemin du Nord. Et effectivement, voyez-vous, le chemin du Nord, quand on compile le nombre de Compostela qui se donne, en 2012, il y avait 12 000 personnes, 12 000, presque 13 000, mais c'était seulement 6,71 % du total sur les 192 000, alors que le Camino Frances à 134 000 sur 192 000. En 2018, le nombre a augmenté, mais en proportion que tous les chemins, il y a plus de monde. C'est environ 5,82 % du total. Par contre, il faut considérer que les gens qui arrivent, souvent le Primitivo, ils vont faire aussi un grand bout sur le chemin du Nord. Souvent, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai marché, puis rendu à un croisement, eux autres prenaient le Primitivo, moi je prenais le chemin du Nord, puis on s'est revu le Compostelle. Puis l'image, en tout cas, ceux qui l'ont fait pourront me le confirmer, c'est vraiment, ne peut pas être plus concret que ça. Quand on arrive, c'est un Y. Il y a une maison en plein milieu, puis un Y. Vous passez à droite, vous allez sur le chemin du Nord. Vous passez à gauche, vous allez sur le Primitivo. Fait que les gens qui sont là, ils regardent par leur fenêtre, ils disent, oh, quelqu'un qui passe à droite s'en va sur le Primitivo, puis celui à gauche, c'est le chemin du Nord. Fait que c'est ça. Fait que quand on combine avec le Primitivo, il y a peut-être plus autour de 10 % du total. Mais c'est très, très, très... moi, je rencontrais 15-20 personnes par jour, une vingtaine, puis c'est souvent les mêmes. On se voit le matin, on se recroise un peu au petit café, puis on se revoit le soir au gîte. Alors, souvent, voyez-vous un petit peu, c'est le chemin de ceux qui ont déjà fait souvent le Camino Frances puis qui cherchent plus de solitude. Alors, une image, là, vaut 1000 mots. Ça ressemble à ça des fois. La fréquentation par année, voyez-vous, c'est l'augmentation. Probablement un jacquard ici, c'est une augmentation jusqu'à 19 000 à peu près.
mais c'est pas, encore, moi je vous dis, c'est pas le... Oui, il est en développement, c'est peut-être le temps d'aller le faire avant qu'il soit trop développé, mais c'est pas l'envahissement. Vous avez ici, justement, une autre petite statistique. Voyez-vous, le Camino français, en 2018, c'était 56,88 186 000 qui arrivaient du Camino français, presque 57 Un chemin qui est en développement, de plus en plus populaire, c'est le portugais aussi, parce qu'il est plat, il est court, il n'est pas difficile. Puis quelqu'un qui a seulement 2 semaines ou 3 semaines, il peut facilement le faire à partir de Porto. Donc, voyez-vous, 20 Le Norte, je vous le disais, 5,82, 19 000, combiné au Primitivo ici, puis ensuite les autres. Alors voilà, c'est la grande. Moi, c'est ce que j'ai aimé beaucoup. Je me suis retrouvé souvent tout seul ou avec un nombre limité de personnes. Et ça, pour moi, c'est bien important. Sinon, j'avais l'impression, comme quand j'ai fait le français, ceux qui ont fait, on se souvenait, les Espagnols qui veulent avoir la Compostela, là, ils vont marcher fin de semaine le dernier 200 km, le dernier 100 km plutôt. Puis là, ben, il y a du monde. Quand est-ce le faire? L'autre question. Voyez-vous les statistiques de 2018? Combien il y a de personnes qui le font? Évidemment, moi, je l'ai fait de la fin avril ici, jusqu'à peu près, je pense que c'est le 9 juin que je suis arrivé. C'était parfait. Voyez-vous, il y a de plus en plus de monde, mais moi, c'était quand je suis parti, il n'y avait pas grand monde, puis quand je suis arrivé, il n'y en avait pas non plus beaucoup. Il y en a plus l'été, évidemment. Puis l'automne est bon, c'est bon aussi. Par contre, les gens vont vous dire, si vous avez juste l'été comme possibilité de marcher, sur le Camino français, on est à l'intérieur des terres, il fait très chaud. Ils nous conseillent souvent de prendre le chemin du Nord parce qu'on a un système d'air climatisé naturel, la mer. Moi, quand je l'ai fait, là, dans le jour, c'était une température tempérée, pas trop chaud, c'était parfait. Puis le soir, ben, c'est le petit manteau sur le dos parce qu'on avait le petit vent de la mer. C'était bien. Alors, si vous voulez le faire l'été, ils vous conseillent ça. Par contre, un inconvénient, il faut se rappeler que la côte espagnole, c'est un endroit de vacances très prononcé. Puis là, ben, peut-être qu'il va y avoir un petit peu plus de monde qui ne seront pas nécessairement des pèlerins. Voilà. Puis la notion de chambre d'hôtel, j'y reviendrai tantôt. Mon parcours, j'espère que ça va jusque-là. Je ne vous vois pas. J'espère que si vous avez des questions, posez-les à mesure à Denis là, ou à Joanne. Un parcours de 875 km, je suis parti de Bayonne. J'ai fait 140 étapes, mais 43 jours. J'ai arrêté 3 jours, un arrêt d'une journée pour le plaisir, mais un arrêt santé de 2 jours. J'avais eu la bonne idée de tomber sur une épaule à peu près 3 semaines avant de partir. Puis j'ai même pensé abandonner à un moment donné, mais finalement, je vous conterai la suite tantôt. Là. Je vous donnerai un petit conseil là-dessus. 28 avril au 9 juin, j'ai traversé dans le fond le Pays basque français et Pays basque espagnol, 4 communautés autonomes espagnoles. Important à noter. Les 2 étapes en France, d'abord, je vous conseillerais d'aller à Bayonne. Je vais vous parler encore ça tantôt, je me devance tout le temps un petit peu. Vous pouvez aller à Bayonne parce qu'à l'accueil, ils vous donnent une belle liste de gîtes. Ils vous donnent des conseils. Puis, curieusement, ils nous disent de ne pas suivre le chemin. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent qu'il y a le chemin intérieur qui est le chemin officiel, mais vous avez le chemin côtier, le chemin du littoral, qui est énormément plus beau, d'après ce qu'ils disent, et je le crois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé jusqu'à Biarritz. À partir de Biarritz, j'ai marché. Regardez, vous avez une image, là, ça ressemble toujours à ça. Vous marchez, puis c'est pas difficile. Vous avez tout le temps la vue sur la mer avec des beaux petits sites. C'est une très bonne suggestion. Moi, je vous le conseille. Je n'ai pas vu l'autre. J'ai fait une moyenne de 22 km par jour, sans les détours, comme je vous disais tantôt. Et mes écarts, ben, finalement, le dernier 5 km à partir de montée d'El Gozo, là, c'est juste avant Compostelle. Je suis arrivé là à 3 heures de l'après-midi, puis ça ne me tentait pas de rentrer à Compostelle à 4-5 heures de l'après-midi. J'aime mieux coucher là, puis partir le lendemain, puis marcher au pas de tortue pour rentrer à Compostelle. N'en profiter beaucoup. J'ai fait quelques étapes de 40 km, mais en général, c'est 22 en moyenne. 40, là, il faut vraiment que ce soit une journée que ça nous le dit. Les conditions sont idéales, il ne fait pas trop chaud, etc., etc. Mais ça n'arrive pas souvent.
Le coût quotidien, les repas, entre 25 et 40 euros par jour au total. Je ne leur dirai pas tantôt, mais le fameux menu pèlerin n'est pas complètement développé. En tout cas, il n'était pas en 2016, il n'était pas complètement développé. Ce qui fait qu'il faut aller un petit peu plus dans les restaurants. Pour ceux qui n'ont jamais été sur le chemin, les Espagnols, quand on parle du menu pèlerin, le soir, les Espagnols mangent très tard. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne encore. Je n'ai jamais compris. Aller manger au restaurant avec des enfants à 9 h le soir, je ne comprends pas. En tout cas, ils sont comme ça. Ils vivent comme ça. Et les restaurateurs ont trouvé un bon moyen de s'accommoder et de faire de l'argent, puis d'accommoder les pèlerins. On est content aussi que ça soit le même. Ils font un premier menu à 7 heures. Puis à l'époque, c'était 12 euros. Vous avez une entrée, un plat principal, un dessert, un café, puis du vin. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Même s'il n'y a pas des grands choix, c'est toujours bon. Et quand on part vers 8 h, 8h15, 8h30, les premiers Espagnols arrivent. Fait que dans le fond, les restaurateurs font 2 repas par soir. Ça fait bien notre affaire. L'hébergement, 5 à 5 heures, bien, il y a de tout. L'hébergement, je vous en parlais plus en détail tantôt. Il y a le gîte de Nativo jusqu'à l'hôtel de luxe, parce qu'on se rappelle que la côte espagnole, comme je vous disais tantôt, c'est un endroit de villégiature. Mais quand on est en avril-mai, on est hors saison. Et là, il y a des gens qui sont prêts à nous faire des beaux spéciaux. Donc, au total, moi, parce que j'ai couché un petit peu plus dans les hôtels, il y a moyen de faire mieux. J'étais aussi avec un ami qui n'aimait pas les gîtes pour un bout. On a couché plus dans des hôtels, donc environ 70 $ par jour. Il y a moyen d'être en bas de ça. Des exemples de gîtes, pour ceux qui n'ont jamais vu, il y en a qui n'étaient jamais allés sur le chemin, ça ressemble à ça, un gîte. À Débat, par exemple, ils ont transformé l'ancienne gare de train. C'est très beau, c'est très correct. Regardez, vous avez ici l'espace commun intérieur. Les chambres, c'est très propre aussi, c'est des dortoirs. Vous pouvez aller dans l'espace commun ici. Là, il n'y a pas de... C'est un beau gîte bien aménagé, puis il y en a beaucoup de beaux gîtes comme ça. Un autre exemple, Cadavedo. Le gîte municipal, il n'était pas terrible là, à cet endroit-là. Fait que j'ai continué. J'ai vu qu'il y en avait un autre. Et là, on arrive sur une espèce, c'est presque trop beau pour un gîte de pèlerin. C'était un motel quasiment. Regardez, on entre ici, on arrive dans le petit salon. On peut faire notre repas. Ça, c'est un autre avantage. Quand je vous disais que les restaurants, c'est tard, ben, on peut aussi faire l'épicerie et se faire un repas. Puis on peut faire un repas communautaire des fois. Ça arrive souvent. Et ben, vous avez une chambre privée. Ça, en plus, pour 5 €, ils lavent notre linge. Puis ça coûtait 10 € je pense, coucher là. Donc, c'est un gîte très moderne, privé. C'est ça qui se développe là, sur le chemin de plus en plus. Toujours l'hébergement. Donc, la liste détaillée remise à l'accueil de Bayonne, je vais aller la chercher. Moi, je l'ai. Je pourrais bien vous la donner, mais je ne vous la donnerai pas parce qu'elle date de bord de quelques années. Et ensuite, avec les bouleversements qu'il y a présentement, je n'ose plus rien donner. Il n'y a pas de miam-miam de dos pour le chemin du Nord. Les gens qui n'ont jamais marché sur le chemin, c'est quoi un miam-miam de dos? C'est un petit guide comme ça, où on a justement, ça le dit, la liste des restaurants, puis les endroits pour coucher, avec des beaux plans. C'est un guide qui est bien fait, bien détaillé, mais il n'y en a pas pour le chemin du Nord. Il y a d'autres possibilités. Dont un qui est une petite merveille que j'ai découvert là-bas, en Espagne. C'est un Espagnol qui m'a fait connaître ça. Il appelle ça Grounds. Prenez-la en note, grounds.com. Je vais vous le montrer là, dans les prochaines diapos. Et sur le site de notre association aussi, il y a celui-là que je connaissais moins, Camino de Santiago, Consumer, etc. Vous l'avez sur le site. Vous pouvez aller tout simplement sur le site, vous pouvez aller, vous l'avez l'adresse là. Je compare les deux. Il est moins complet un petit peu au niveau des endroits d'hébergement, mais il donne les dénivelés, les détails sur le chemin. Donc, il se complète un peu. En fait, vous avez les deux adresses. Vous avez un petit portable, vous avez votre téléphone cellulaire, vous pouvez tout simplement consulter un ou l'autre. Mais Grounds, je vous le montre. Regardez, quand vous l'ouvrez, vous avez le chemin. Vous décidez quel chemin vous voulez. Dans notre cas, c'est le Camino del Norte. Vous allez sur le Camino del Norte,
puis vous allez avoir chacune des étapes divisées. Je prends par hasard l'étape 2, 2B, Saint-Jean-de-Luz, mais par la côte. Voyez-vous, Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Irun, jusqu'à Hendaye. Non, jusqu'à Irun, excusez. Par la côte, ici. Et vous avez l'autre possibilité si vous voulez le faire par l'intérieur. Voilà. C'est ce qu'ils vont vous donner, c'est ça comme détail. Vous ne le voyez peut-être pas en gros, je vais vous le lire. La distance, 18,8 km. La durée possible, probable, 5 heures. Le niveau de difficulté, je vous disais tantôt que la côte, ce n'était pas difficile. Gardez 2 sur 5, le niveau de difficulté. 2 étoiles sur 5. Mais en plus, la beauté du site, le paysage, 3 sur 5. Puis c'est vrai, ça mérite au moins 3 sur 5. Vous avez après ça, ce qui est intéressant, pour chacun des endroits, des villages en bas, vous avez la liste des sites, des gîtes. Ça va du gîte de Nativo jusqu'à l'hôtel 5 étoiles. Quand vous cliquez dessus, là, je ne l'ai pas fait, mais quand vous cliquez, si vous choisissez un site, vous cliquez dessus, bien, vous avez tous les détails, où vous rendre, le numéro de téléphone, etc. Un deuxième exemple, Irun-San Sébastien, voyez-vous, je le compare, 24,8 km. C'est une étape, en passant, c'est une étape qui est costaude, celle-là. C'est une des premières. C'est pour ça que je vous disais que c'est bien de faire les 2 premières. Durée 6 heures. Niveau de difficulté 3. Voyez-vous, tantôt c'était 2, là, il est un petit peu plus élevé. Il faut descendre des montagnes, on traverse, puis on monte dans la montagne. Le paysage, 4 sur 5. C'est merveilleux. Je suis d'accord avec ça, c'est très, très beau. Puis voyez-vous, quand vous choisissez Irun dans le bas, vous avez l'auberge de pèlerin de Nativo, ce que je comprends. Mais la petite barre ici indique que présentement, c'est fermé, ce que je comprends aussi. L'adresse. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir les détails. Puis vous allez avoir des hôtels de touristes. Bronze, là, moi, c'est une belle découverte. Alors, c'est ça, je continue sur les gîtes. De Nativo à 10 € à peu près, les gîtes. Les pensions et les gîtes privés, 20 à 30 €. Il y en a plusieurs des petites pensions, c'est des petits hôtels transformés souvent. Il y a beaucoup de petites pensions privées. C'est facile à... Puis les fameux hôtels. Bien, les hôtels, ça peut nous dépanner. On est arrivé un soir dans un endroit, le gîte est complet. On est arrivé un petit peu plus tard. J'étais avec deux autres gars, un Français, un Suisse. Puis là, c'est tout ce qu'il y avait. Une espèce d'hôtel de touristes que normalement, en pleine saison, je pense que ça doit coûter pas mal cher. Mais là, ils ont envie de louer le chambre. Ils nous ont fait ça à moitié prix. Fait qu'on on s'est dépanné avec ça. On n'est jamais mal pris. Il ne faut pas négliger ça. Puis par contre, si vous allez l'été, bien là, je ne vous garantis plus rien. Peut-être un conseil aussi, c'est d'aller dans les vieux quartiers. Une autre expérience, vous avez vu le trajet tantôt qui allait jusqu'à Saint-Sébastien. On arrive en hauteur de Saint-Sébastien. Quand on arrive, c'est ça qu'on voit. La plage, ici, les hôtels, une autre plage au bord des hôtels, et ici, la vieille partie. Je suis arrivé, j'ai un petit peu tiré l'élastique, je suis arrivé à 6h30 à peu près le soir. Que je fais des hôtels un peu pour essayer de me trouver un endroit. Là. Je ne savais pas où était le gîte. Là. Tout complet, puis des prix de fou. Sauf que je vais dans le vieux quartier, et là, à 7 h le soir, voyez-vous la petite pension ici? Quand je vous parlais des pensions privées, c'est des petits hôtels comme ça qui sont très beaux, qui sont rénovés. Alors, c'est la madame qui était à la porte, court après moi, savoir si je voulais une chambre, puis elle me la faisait à moitié prix. Oui, c'est correct. Chambre privée avec salle de bain privée, tout à moitié prix. C'est parfait. Il y en a beaucoup de ça. Ça va, j'espère que vous me suivez jusque-là. Puis un autre exemple de gîte, comme il y a des gens qui ne sont pas allés sur le chemin, regardez, un dortoir, ça ressemble à ça. Une salle à manger, ça c'est un gîte qui est très beau, municipal, un gîte municipal qui est tenu par des bénévoles, puis qui est très, très bien entretenu. On ne nous sert pas le souper, mais on a tout l'équipement pour se faire un souper si on veut. Par contre, il y avait 2 petits restaurants dans le village. On est allé au restaurant. On aurait pu se faire à souper. Puis le lendemain, ils nous servent le déjeuner, pas cher, le croissant, café, un fruit, tout ce qu'il faut pour partir du bon pied. Les repas, il y a plusieurs petits restaurants disponibles à prix abordable. Ça, vous n'en manquerez pas. 15 à 20 €. Il y a plusieurs épiceries dépanneurs aussi. Vous pouvez faire vos repas. Puis ce qui est intéressant,
on rencontre plusieurs petits villages et cafés. Souvent, à chaque à peu près heure et demie, on rencontre un café. C'est peut-être, moi, j'ai adoré le chemin du Puy-en-Velay. C'était une de mes belles révélations. Sauf qu'il y a ce petit défaut-là. Il y a beaucoup de petits hameaux, hein, 4-5 fermes, puis c'est même pas un village. Puis, il manque un peu de place pour arrêter, prendre notre petit café ou notre jus d'orange ou quelque chose. Ça, il y en a beaucoup moins, alors que ce n'est pas le cas ici. On en a plusieurs. Le soir, ce que je vous disais tantôt, je ne répéterai pas trop, mais le menu pèlerin, il est moins développé. Ça a un impact qui est un petit peu parce que non seulement le coût est plus élevé, mais l'heure du coucher. Alors, il y a des restaurants qui ne servent pas avant 8, ça arrive, pas avant 8h30, 9h. Ça ne nous le dit pas, là. Je pense que c'est plus là qu'on commence à s'ennuyer vers les dortoirs quand on va marcher toute la journée. Alors, ce qui est une porte de sortie, tant qu'à moi, est extraordinaire, c'est toutes les tapas. Les fameux tapas. Là, il y a beaucoup de petits bars où vous avez des vitrines, puis vous avez des tapas. Là, vous pouvez prendre on choisit 3-4 sortes. C'est au fruits de mer, c'est au poisson, c'est à la viande. Végé, il y en a aussi, avec un petit verre de vin, puis ça fait un très bon souper qu'on peut se préparer à manger. La demi-pension est moins développée. C'est quoi la demi-pension? C'est une pension privée où ils nous offrent de prendre le repas. Ils nous offrent de prendre le repas sur place, le souper. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Les caractéristiques, ça va jusque-là, on est rendu en troisième partie. Je ne vous vois pas, j'espère que ça va bien. Les caractéristiques du chemin du Nord. Plus dénivelé que le Camino Frances. Il ressemble un petit peu au chemin du Puy. Via Podiensis, c'est le chemin du Puy. Mais il y a toujours la présence de la mer. C'est une température plus fraîche recommandée l'été, je l'ai dit tantôt. Beaucoup moins de monde et une moyenne d'âge plus jeune. Parce que moi, j'étais le pépère de la gang. J'ai marché avec un gars qui avait une trentaine d'années, 35. Un Italien qui avait 40-42 ans, Matteo. Puis un Français, Martin, qui avait à peu près ça, 40-42 ans. Et moi, je ne dis pas mon âge, même sous la torture. Mais je réussis à les suivre pas mal. J'étais content de moi. Il y a moins de ça, c'est une autre histoire. Il y a moins de sites religieux ou historiques. Tu sais, des Burgos, là, des Léon, il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup de petites chapelles, mais elles sont presque toutes verrouillées. Je pense qu'ils ont peur du vandalisme. C'est ça qui est un peu décevant. Ce n'est pas nécessairement pour la pratique religieuse, mais quand on marche pendant 2 heures, aller s'asseoir dans le camp d'une petite chapelle là, à fraîche, c'est donc bien le fun. Et là, on s'assoit dehors. Ils sont presque tous barrés. Je dirais qu'à cause justement qu'on est le long de la côte et qu'il y a un petit peu c'est un petit peu touristique, là, même si on est hors saison, on se sent un petit peu plus randonneur que pèlerin sur le Camino Frances. Ce n'est pas un défaut nécessairement, mais il faut le savoir. Si on va là on est plus dans un site nature, puis on est plus en contact. Tu sais, par exemple, le soir, mais il m'arrivait à certains endroits, pas partout. Tu vas prendre ton petit café ou ta bière là, sur le bord de la mer, puis tu vois passer les jeunes avec leur planche de surf, ils font du surf. Tu sais, un sac à dos, là, c'est pas pareil, c'est pas le même sport. La joie de vivre puis le sens de la fête des Espagnols qui sont contagieux. C'est un peuple joyeux, les Espagnols. Peut-être pas de ce temps-ci, mais normalement, c'est un peuple joyeux. Puis ils aiment ça. Ils aiment ça, la fête. L'autre élément aussi, comme il y a moins de monde, l'accueil très positif des Espagnols. Sur le Camino français, je peux comprendre. Quand on voit 200-300 personnes passer à chaque jour avec des sacs, ça devient plus routinier. Mais les autres, ils n'en voient pas beaucoup. Ils sont très accueillants. Moi, des fois, j'ai demandé mon chemin à du monde. Il venait me reconduire. La petite tape sur l'épaule, puis go, puis c'est un beau projet, puis vas-y. Non, ça c'est intéressant. Il y a plus de paysages nature que de Camino Frances aussi. Je vais vous montrer des images. Je vous ai promis des images tantôt, je vais vous les montrer. C'est un chemin qui longe la mer, mais souvent, de temps en temps, qui est aussi en arrière-pays. Mais la mer est très présente. Donc, quand je suis allé, je ne sais pas si c'est tout le temps, mais il y avait beaucoup de gens de langue allemande. Ils parlent presque tout anglais.
souvent d'autres langues. Le Suisse, j'étais vraiment complexé. Le Suisse qui était avec moi, le jeune de 30 quelques années, qui était journaliste, il parlait juste 4 langues, juste ça. J'ai rencontré 2 Québécois seulement quand je suis allé. Puis, une anecdote, c'est qu'on se croise, on se regarde, puis on se met à se parler en anglais. Là, il a vu que j'avais le petit accent. Il était meilleur que moi en anglais. Alors, il me demande, tu parles du français? J'ai dit, t'es québécois? Ben oui. Tu sais, le premier réflexe, là, sur le chemin, on se parle anglais, puis c'est comme la langue universelle. Mais j'étais bien content de se parler français. Il y a plusieurs plages où on peut se baigner, puis des beaux petits ports de pêcheurs. Puis se baigner, là, ça peut être se tremper les pieds dans l'eau sur l'heure du dîner quand on passe à la plage. Ça peut aussi carrément se baigner. On met notre sac à terre pour se baigner. Ça peut être, si on n'a pas peur d'avoir du sel tout l'après-midi, ou le soir, ça arrivait des fois qu'on était dans des gîtes qui étaient sur le bord, puis on allait se baigner. Il y a des sites touristiques. Je vous ai parlé des planches de surf. Souvent, milieu rural, beaucoup, mais il y a des belles villes aussi, il y a des grandes villes. Saint-Jean-de-Luz, c'est très beau du côté français. San-Sébastien, dans la vieille ville surtout, c'est beau, il y a plein de petits cafés. Ça fait partie du chemin. Et en français, on dirait Gijon. Les Espagnols vont dire Gijon. J'ai fini par l'apprendre. Bilbao avec le musée Guggenheim. Santander. Ça, c'est les principales grandes villes qu'on rencontre. Le reste, c'est en milieu rural. Il y a 4 traversées en bateau au total. C'est très bien balisé. Quand on se perd, c'est parce qu'on est comme moi, un grand distrait. C'est très, très bien balisé. Il y a plusieurs montées et descentes. J'ai trouvé ce tableau-là, le site Espana fascinant. Puis tout ce que je viens de vous dire, il me semble que ça venait confirmer la perception que j'avais eue dans ce que je trouvais. Regardez qu'on part 4 chemins, le Primitivo et le Norte, donc en continuité un de l'autre, le Française et l'Aragonaise qui est plus du côté de la France, je crois. Je connais moins. Regardez le niveau de popularité. Quand on vous disait le Française, il y a beaucoup de monde. Le Norte, il y en a, mais moins. Le Primitivo et l'Aragonaise, il y a moins de monde. Le niveau de facilité, quand je vous disais, il est abordable quand même. Le Française est très facile. Puis le Norte, une coche en arrière, alors que le Primitivo et l'Aragonaise sont plus difficiles. Les saisons conseillées, justement, le Primitivo puis le Norte, Verano, c'est été. Je conseillais de le faire en été à cause de septembre. Puis ici, c'est le printemps, le Française. L'Aragonaise, je ne sais pas pourquoi, il conseillait l'automne. Là, en nombre d'hospitalités, dans les gîtes, là, ça, voyez-vous, ici, il y en a plusieurs sur le Française. Verano, puis vous voyez, le Norte est toujours à mi-chemin, on dirait, entre les deux. Ça, il est comme une petite poche en dessous tout le temps, à la moyenne. Donc, il y en a de l'hôpital, des places pour coucher, le nombre de kilomètres. Les monuments, quand je vous disais que c'est plus la nature, c'est les paysages, c'est les petits ports de pêche, c'est les plages, mais moins de monuments, ça veut dire des sites qui sont des cathédrales, il y en a moins. Voyez-vous, il y en a sur le 36 plus. Il semblerait que l'Aragonaise, c'est là qu'il y en a le plus. Là, c'est plus. À l'inverse, les paysages, Primitivo et Aragonaise, semblerait que c'est extrêmement joli. Française, c'est beau, mais c'est pas aussi beau. Là. À la Norte, il y a une petite coche au-dessus. C'est des beaux paysages. Il me semble que ce tableau-là venait un petit peu, j'ai trouvé qu'il, hein, quand on trouve quelque chose qui disait la même chose que nous autres, on est content. Mais je trouvais qu'il venait confirmer un petit peu ma perception. Des petits conseils pratiques. Faire les 2 étapes françaises, je vous l'ai dit. L'accueil, je ne répète pas, l'accueil pèlerin Bayonne, allez-y, ça va à peine. Les hébergements. Puis c'est pour se faire les jambes. Parce que c'est relativement facile, les 2 premières étapes. Mais honnêtement, la première montée à Irun est quelque chose. Fait que de se dégourdir les jambes un petit peu pour être prêt un petit peu plus. Je vais vous la montrer tout de suite après. L'autre, je vous la montre à la prochaine diapo. Un autre petit truc d'expérience, quand vous arrivez à Hendaye, si vous faites la partie française, traverser l'autre côté, c'est pas Irun directement, c'est un peu comme à côté, il y avait ça Hondarribia. Je l'ai eu
Andaribia. C'est très beau. C'est super beau. C'est un beau petit village. Alors, moi, j'arrive à Hendaye, je vois l'information touristique, puis je dis, avez-vous une place où je pourrais coucher? Ça. Puis, ben oui, ils m'ont envoyé une super belle place. C'était comme une espèce de colonie de vacances. J'avais une chambre. Je ne demandais pas tant. Le problème, c'est que le lendemain, je repars, puis je dis, hey, 7h30, 8h moins quart, go, parce que je m'en vais à Saint-Sébastien. Il ne faut pas que je perde de temps. J'arrive au bateau, première traversée à 10h. Ah bon? Alors, je me pense fin, je m'en vais prendre le pont pour aller à Irun. Et là, je me perds dans un parc industriel. Je reviens sur mes pas. Finalement, j'ai pris le bateau d'à peu près 11h ou 11h30. Je me suis dit, bon. Arrivé à midi à Andaribia. Et si vous êtes à midi à Andaribia, partez pas pour. Vous allez finir durant la nuit. Fait que je passe la journée, finalement, ça n'a pas été si désagréable. Mais si vous avez manqué un petit peu de temps, sachez-le. C'est peut-être mieux de traverser Andaribia tout de suite. Et voilà, quand je vous disais arriva, c'est un mot que j'ai appris. Oups, excusez-moi. Arriva, ça veut dire en haut, on monte, je pense. Ironetici, c'est le début de la montée. On monte. On arrive au sommet, ça ressemble à ça. Vous avez ici Andaribia, Irun, Hendaye, la France, puis vous êtes à vol d'avion. C'est une bonne petite montée la première fois. C'est pour ça que, dans le fond, quand je vous disais chemin de la côte, il est facile, regardez ici. C'est tout à niveau égal. Puis les 2 jours, vous allez les apprécier pour monter cette côte-là. Les guides préparatoires, moi, il y a celui-là, préparatoire pour retour, mais apportez-la pas. C'est trop pesant, c'est trop lourd, c'est détaillé. Souvent, ils vont vous détailler là-dedans, aller à telle place, virer à gauche. On ne fait pas ça quand on est sur le chemin. Mais quand même, le guide Le Père, puis l'édition Rando, moi, je vous les conseille pour vous préparer, si vous voulez, puis au retour, pour rêver à votre chemin. Les guides conseillés à porter, bien, il y a les 2 sites. Déjà, en ayant les 2 sites, vous êtes peut-être moins obligé d'avoir des guides, la liste de Bayonne. Puis le rotaire. Le rotaire, c'est, à mon avis, il est tout petit. Il n'est pas grand. Il se transporte bien dans un sac. Il y a beaucoup de cartes. Il y a moins d'adresses d'hébergement, mais ça, vous allez les avoir par les sites en haut. Le guide Gérard du Camino, je ne l'ai pas sur moi ici. Alors, ça donne ça. Vous avez les 2 chemins, côtier primitif, puis le petit guide de rotaire qui est très, très bien fait. J'espère que je ne vais pas trop vite, là. Ah oui, un conseil pratique, le téléphone. Ben, peut-être c'est maintenant des iPhones, si vous pouvez avoir une carte là-dedans. Moi, dans mon cas, j'ai acheté un petit téléphone avec une carte SIM. Je me disais, il faut que vous fassiez ami avec quelqu'un qui parle espagnol, français, anglais. Mais faites attention aux appels internationaux. Moi, j'avais convenu avec ma conjointe, on ne s'appelle pas. Si on s'appelle, je vais acheter une carte. Là, on s'envoie des textos, des messages courriels. Je n'ai pas besoin d'appel international. Fait qu'ils m'ont chargé une petite carte SIM pas trop grosse. Mais ce que je n'ai pas pensé, c'est quand on est en Espagne, puis que tu as un ami suisse, tu as un ami italien, qui est juste un demi-kilomètre en avant de toi, puis tu veux l'appeler, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un appel international. Fait qu'au bout de 2 appels, ma carte est vide. Ça a été comme j'ai eu besoin d'aide pour la remplir. SOS médecin, c'est juste un petit conseil pratique que je vous donne. Si vous allez en France, que ce soit pour Compostelle ou ailleurs, c'est un service miraculeux. Je vous ai dit que je m'étais blessé, une blessure de hockey, 2 jours, 3 semaines avant de partir. C'est réapparu pendant le chemin au point où je n'étais plus capable de me lever le bras, puis je pensais d'abandonner. Il y a quelqu'un qui m'a dit, avez-vous pensé à SOS médecin? Je sais quoi ça? Vous trouvez ça sur les sites partout en France. J'appelle, on est vendredi après-midi. Là, j'étais un petit peu découragé. Il est 3 heures de l'après-midi. J'ai dit, j'appelle la madame qui me répond, elle dit, vous êtes à quel hôtel? Je fais une petite chambre d'hôtel. Elle dit, d'ici 1 heure, il y a un médecin qui va vous aller vous voir. Ah bon. Ben, d'ici 1 heure, il y avait un médecin qui est venu me voir, m'a examiné, m'a donné une prescription. Il y a juste que pris un rendez-vous, il dit, ça va vous prendre, il dit, normalement, un traitement l'équivalent de la physiothérapie. Voulez-vous que je prenne un rendez-vous? À 4 heures de l'après-midi, j'avais un rendez-vous à 6 heures dans le même village.
J'ai pris mes médicaments le lendemain, puis le dimanche matin, je repartais, puis j'ai plus d'autres problèmes. Fait que SOS médecin, retenez ça. Des bâtons de marche pour les descendre, surtout. Ça, je pense que tout le monde le sait. Le fameux baladeur pour compte. Moi, je marchais avec un Français qui avait ça dans les oreilles toute la journée. C'est pas mon cas. Par contre, moi, je l'ai apporté. Je vous conseille, les gens qui ne sont jamais allés, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, là. 4 usages possibles. Les nuits d'insomnie, puis le réveil aux petites heures. Moi, je pensais, après avoir marché sur le chemin, je vais dormir comme un loir. Mais non, c'est pas ça qui arrive. On est énergisé. J'en reviens pas. C'est une découverte que j'ai faite. J'étais souvent réveillé à 4 heures du matin. J'aurais été prêt à partir, mais tu sais, on est dans un dortoir. Il y a du monde tout le tour. Je ne peux pas les déranger. C'est plate, hein? Tu ne peux pas te lever non plus à écouter la télévision. Fait que moi, ce que je faisais, je me mettais un écouteur sur l'oreille, l'autre oreille sur l'oreiller, puis je mettais un petit fond musical, puis je me rendormais avec ça. Les fins de journée, vous avez probablement tous connu ça, ceux qui sont allés. 3 heures de l'après-midi, 4 heures, il reste rien qu'une heure, mais on est fatigué. On a les jambes un peu mortes. C'est le principe du workout. Je me mets un gros rock, puis là, je marche. Accompagner et renforcer la beauté. Ça, c'est bien personnel à moi, mais ça m'est arrivé de temps en temps, là, au sommet d'une montagne, tu vois les paysages, un gros sentiment de liberté. Si tu mets un 9e de Beethoven ou bien une autre pièce classique du même acabit, il me semble que la vie est encore plus belle. Puis finalement, vous n'êtes même pas obligé de le faire jouer pour signaler qu'on veut rester seul. Des fois, hein, surtout quand on est québécois, surtout du côté français, ils sont fins, les Français, je les adore, mais d'autres, c'est québécois. Fait que des fois, on a envie d'être plus seul. Fait que vous donnez un signe. Mais ça, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mes coups de cœur. Pour l'ensemble des chemins, les 4 fois que je suis allé sur le chemin, les paysages qui sont tellement beaux. Je suis allé là pour les paysages beaucoup. Du côté français, c'est ça, je m'étais fait, premier chemin, je m'étais fait aimer avec des Français, des Suisses, des Belges. Puis, ils me surnommaient tellement beau. Mais c'était pas parce que j'étais tellement beau. C'est parce que 7-8 fois par jour, je disais tout le temps, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Fait que là, ils me disaient, hey, tellement beau, viens-t'en. Sors de la lune, puis viens-t'en, on s'en va là. Fait que, évidemment, en imitant l'accent québécois. Mon deuxième, ce que j'ai aimé en deuxième aussi, c'est pas dans le bon ordre, là, mais j'ai tout aimé. Tous les bâtiments historiques, souvent millénaires, puis davantage. J'ai couché, par exemple, à la ferme ferme des Templiers, le Sauvage, ceux qui se souviennent de ça. On allume un feu dans l'âtre le soir, puis on est capable d'embarquer debout dedans, là, et dans un décor, là, tu sais. Les marches, là, la pierre qui est usée devant une cathédrale. Je m'en ai une anecdote, je l'ai contée, mais je me souvenais la semaine passée. J'étais à Conques. Et là, je vois un escalier en pierre usé au milieu. J'ai dit, que ce soit usé au milieu, moi, tu disais qu'il est passé du monde là. Là, je me mets à photographier l'escalier, mais le problème, c'est qu'il passe un responsable du gîte. Là, j'étais comme un petit peu, j'avais l'impression de à faire un mauvais coup. J'ai dit, vous ne devez pas voir souvent des gens qui prennent des marches en photo. Hein? Fait que le monsieur était très gentil. Plutôt que d'appeler l'ambulance, ben, il m'a dit, oh, vous seriez surpris, monsieur. Il m'a sauvé un petit peu. Puis, les rencontres des gens, des pays, des différents pays, tout disponible pour échanger. Une question qu'on ne pose jamais, ça m'a surpris. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Jamais qu'on pose cette question-là. Ça ne nous intéresse même pas. Des fois, les gens nous le disent après, mais c'est surtout la personne qu'on rencontre. Il se passe une magie. On marche avec quelqu'un pendant 4-5 jours, puis quand on se laisse, c'est comme si on perdait un vieux chum qu'on connaît depuis 40 ans. C'est un vrai deuil. Fait que la beauté de ça. Il y a un soir, par exemple, dans un gîte, on était là, c'était pas sur le chemin du Nord, je triche. On était autour d'une table, le souper était servi, on s'est mis à dire d'où on venait. On venait de 12 pays différents. C'est pas rien, hein? De façon globale, tout le sentiment de liberté sur le chemin, l'absence de stress, savourer chaque moment. Ce que je me dis, c'est que le temps, plutôt que d'être notre ennemi, il devient notre allié. On sent le temps, on savoure le temps, nos journées.
Par contre, sur le chemin, là, je reviens sur le chemin du Nord, puis c'est vrai pour les autres chemins, les petits matins, les petits croissants. Tu sais, quand la ville se réveille, là, 7 heures du matin, si t'en vas, les petits croissants, puis tu vois les enfants qui vont à l'école, tout ça. Les petits chemins brumeux. Des haltes, pour prendre un café ou un jus. Pourquoi j'ai marqué ça? Je vais essayer de le dire comme il faut. Yugo des Nahanra naturel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je me fiais tout le temps à ces autres. Les autres disaient, pourquoi tu n'apprends pas de l'espagnol? Je dis, ben non, pas besoin. J'ai des amis qui commandent pour moi jusqu'au jour où dans un... Ça, il s'était passé le mot. On est rentré dans un café, ils ont dit, là, si tu ne commandes pas, tu n'en as pas. Fait que j'ai pas eu le choix. Fait que j'ai sorti mon espagnol, à peu près comme je viens de le dire. Les Espagnols qui étaient autour sont tous marrés à applaudir. Fait que j'ai eu mon jus d'orange. Ça, c'est juste pour dire un petit fait cocasse. Vous voyez, c'est soit dans des cafés officiels ou dans des tables publiques. C'est toujours le fun, ces petits arrêts-là. Hey, Pierre, ton son commence à être difficile. Mon son est plus bon? Ouais. Oh, Est-ce que c'est mieux là? oui. Bon, je vais essayer de le tenir. Excusez-moi. Mais dis-moi là si ça arrive encore. Hein? Fait que ça va jusque-là? Oui, correct. Andarabia, je vous disais que c'était beau. C'est vrai que c'est beau. Puis les tapas. Ça, c'est partout. Les tapas espagnols, puis surtout les endroits où on les mange. Les bars espagnols, c'est des lieux de rassemblement familiaux. Dans le bar, il va y avoir la grand-mère, le mononcle, les enfants, puis c'est une ambiance joyeuse. Longer les falaises, ça, c'est du côté français. Ça, c'est en route vers San-Sébastien. Vous voyez un petit peu le genre de paysage, c'est bien tannant. Remarquez aussi que j'ai peut-être été chanceux parce que j'ai frappé à peu près, je dois avoir eu 2 après-midi de pluie. C'est toujours ensoleillé, je suis chanceux. C'est sûr que si on le fait à pluie tout le temps, ça change un petit peu l'ambiance. Marcher sur les plages, puis se baigner. J'en ai parlé tantôt. Vous voyez un petit peu le paysage. Autant qu'on est au niveau de la mer, des bouts, qu'après ça, on monte. Je vais vous expliquer quelque chose parlant de monter. Il faut suivre les conseils qu'on vous donne. Il ne faut pas être dans l'huile. Ça, ici, c'est à la sortie d'un village. Mon ami français est en avant de moi, il avait pris devant, puis il m'appelle, puis il dit fais attention, parce qu'il disait à un moment donné, tu vas avoir une pierre. Il dit t'as le chemin officiel, le Camino, par là, mais tu as le détour le long de la mer qui est beaucoup plus facile. Oublie pas ça. Ben, je l'ai oublié. Je suis arrivé, je dis ah, le chemin, c'est par là, let's go. Alors, je prends le chemin. Ça ressemble à ça. J'ai vu une madame qui promenait son chien au début du trajet. Et après ça, plus personne. Et j'ai vu dans les guides après qu'ils déconseillaient très fortement de faire ce bout de chemin-là tout seul parce que, et j'y ai pensé, je disais, je me casse une cheville ici, ils vont me trouver dans une semaine ou 2, là, je ne sais pas ce qui va arriver. Alors, faut écouter les conseils. Ça ressemble à ça, le décor. Et regardez, je vais faire un petit 360. Ça ressemble à ça. Je le laisse aller. Là, on est en montagne. Mais on voit toujours la mer. Voyez-vous, je m'en allais là. On longe la mer. Voilà, on longe la mer. Je partais de là. Voyez-vous le petit chemin? Mais là, j'ai pris un léger détour. J'ai oublié une règle mathématique que le plus court chemin entre 2 points, c'est la droite. En plus, c'est une des fois qu'il y a plus. C'est encore plus glissant. Fait que voilà, ça fait que quand quelqu'un vous donne un conseil, essayez d'écouter. Des fois, c'est pratique. Les forêts d'eucalyptus qui sont absolument extraordinaires. C'est l'odeur. Hein. Ça, c'est mes 2 amis, l'italien et le français. Les vieilles pierres, je disais, nos ponts ne survivront pas aussi longtemps que ça. Ici, ceux qui connaissent le Padre Ernesto, il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent le Padre Ernesto, ben, c'est l'église où il célèbre la messe le dimanche matin près de Guamais.
Et je l'ai rencontré par hasard, complètement par hasard. Puis quand il est revenu au Québec, quand on a fait partie du groupe qui l'a accueilli au Québec. Un personnage très sympathique. Puis Guamès, c'est un des plus anciens gîtes sur le chemin du Nord. Les anciens bâtiments qui sont parfois transformés en gîtes, ça, c'est un gîte. Ça, j'ai couché là. Et il y avait à cet endroit, il y avait encore une communauté religieuse, ils me faisaient coucher là. Puis là, il y a des amis qui, le soir, j'ai dit, je vais aller au Vibe. Je voulais savoir c'était quoi. Et ça finissait plus, cette affaire-là. Puis après ça, les gens qui sont venus, ils m'en voulaient. J'ai dit, je ne vous ai jamais dit de venir. Les villages de pêcheurs que vous rencontrez. Ça, je ne vois pas le titre, je ne me souviens plus du nom, là, vous le voyez peut-être, moi j'ai une barre qui me cache. C'est un village d'Espagne qui est parmi les plus beaux. Après Jean-Paul Sartre, c'est vrai, c'est médiéval, c'est très beau. La joie de vivre des Espagnols. Leur rythme de vie, pour ceux qui ne sont pas allés en Espagne, vers 4-5 heures de l'après-midi, les enfants arrivent d'école et toutes les familles se réunissent. Ils font tout le temps, ces places publiques, une espèce de gros party. Voyez-vous, les enfants font du vélo, mon oncle, ma tante, la grand-mère, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont eu plus de problèmes avec la pandémie, parce qu'ils ont cette habitude-là d'être ensemble vers 4-5 heures d'après-midi, mais c'est toute beauté de voir ça. Il y a la version extérieure et la version intérieure, puis on peut prendre un petit apéro, c'est vraiment l'apéro, parce que comme je vous disais, on est juste vers 6h30, 7h, ils s'en vont chez eux, puis ils vont préparer leur souper qu'ils mangent, je pense, dans le soir. Mais ça, c'est vraiment des beaux côtés, là. Quand on se mêle à la culture espagnole, là, je trouve ça intéressant. La gentillesse des Espagnols. C'est un monsieur qui est en train justement d'entretenir le chemin. Je lui demandais permission de le photographier. Au sourire. Et on est arrivé en pleine fiesta un dimanche dans un village. C'était. On m'a offert des cours de flamenco, j'ai passé mon tour, mais c'était la grosse musique partout, les gens dansaient le flamenco. C'était un genre de festival d'été. On est arrivé là-dedans. Ça fait partie des belles surprises qu'on a des fois, ça. C'est vraiment pas planifié, mais c'était le fun. Les journées, les fins de journée, les bilans. Les gens, justement, quand je vous disais que certains gîtes servent les repas le soir, bien, vous en avez un repas dans un gîte. On mange ce qu'ils nous servent, mais c'est tout le temps bon, ou à peu près. Puis voyez-vous, ça, c'est des Allemands. Puis moi, j'étais le mouton noir québécois à travers les Allemands. Puis au bar. Franck, moi, c'est quand je vous disais, mon jeune Suisse qui parle 4 langues. Martin, français, une quarantaine d'années. Puis ça, c'est deux Espagnols, un Allemand, puis une autre Française. Je ne me souviens plus de son nom, malheureusement. On s'est croisés quelque fois. Et là, on arrive à la beauté du chemin en image. Bon, dans le fond, j'ai rencontré souvent des gens, moi, qui faisaient le chemin pour assurer une transition entre leur carrière active puis la retraite. C'était un petit peu ce qui m'arrivait, moi, à ce moment-là. C'était à mon tour. Tu sais, ceux qui sont à la retraite le savent, on se pose toujours des questions. Je vais-tu aimer ça? Je vais-tu trouver le temps long? Je vais-tu avoir des activités? C'est quoi les projets que je veux réaliser? Puis ça demande un certain temps d'adaptation puis de réflexion. Puis un des moyens qui est intéressant, que j'ai vu souvent, c'est d'aller se payer un chemin de Compostelle, des chemins, parce que ça nous donne le temps de réfléchir. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mon chemin du Nord, c'est un petit peu ça pour assurer la transition. Les résultats étaient quand même bons parce que depuis bientôt 6 ans que j'étais à la retraite, puis mon objectif est atteint. Je suis tellement embarqué dans toutes sortes d'affaires que je manque de temps. C'est parfait. Puis, par contre, c'est des choses que je choisis. Alors, ça, c'est aussi important. Puis, dans mon engagement, peut-être par rapport à l'association, j'ai aimé beaucoup mes présences sur le chemin. Puis, si je peux aider du monde à préparer leur chemin autant matériellement que mentalement, ben j'aurai atteint mon objectif. C'est une façon de donner au suivant. Fait que là, je vous ai parlé beaucoup du chemin, je vous l'ai décrit. Je vous ai dit, on commence par la tête, on finit par le cœur. Maintenant, je vous amène en voyage sur le chemin. Ça fait que si vous voulez m'accompagner,
pendant les prochaines minutes, ben laissez-vous porter, puis laissez-vous faire. Ça sera pas mal, vous allez voir. Alors, Denis, c'est quand tu veux. OK. Ah, non, bloqué.
Oui, c'est ça ce qui termine, tant qu'à moi, la présentation. J'espère que je vous ai donné le goût d'aller sur ce beau chemin-là, quand ce sera possible. Moi, le problème, ce que je disais à Denis, en retombant dans ça, puis en préparant la présentation, c'est peut-être pas une bonne idée parce que le mot t'a dit que ça me dit d'y retourner. Je me suis redonné le goût moi-même. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié.